تونس اليوم تفوقت وبرهنت انها من اقوى المنتخبات في العالم. La Tunisie, pour moi, c'était vraiment mes plus belles années de ma vie. Et ça, c'était l'époque quand les gens en Tunisie, complet pays, il était derrière un bal. Enfin, quatre finales, pardon, contre l'Espérance qui était plus forte. Trois, on a gagné le Club africain. Et j'arrive vers l'ami, il m'a pas laissé travailler. Il disait, entraîneur de Club africain, ils ne peuvent pas être adjoint à l'équipe nationale. Le Club africain, c'est quelque chose. Surtout au début de carrière, c'est pas regarder l'argent, c'est regarder où je peux évoluer, où je veux avoir le temps de jeu, où il y a un bon entraîneur qui peut m'apprendre quelque chose. Si moi, je suis élu cette année meilleur entraîneur en France féminin. Et Kamel, il m'a appelé, je suis venu une semaine, j'étais à Tunisie. Et je faisais le projet, comment je vois le Tunis. Et juste après, on a parlé de 4 ans de contrat où je voulais arrêter avec Metz et venir. Et je voulais prendre l'équipe nationale de Tunisie pendant 3 ans suivants. Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Deep Sport Talk. C'est notre premier épisode en français cette fois, avec Aziz qui va m'accompagner dans cet épisode. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir un grand monsieur avec nous, un grand joueur, un grand entraîneur de handball qui a une expérience très riche en handball et qui va certainement nous apporter beaucoup de plus dans cet épisode. Monsieur Sandor, merci d'avoir accepté notre invitation et ça fait plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à votre invitation. Je suis vraiment content. Parler avec amis tunisiens, surtout. Oui, bien sûr, on va bien sûr parler surtout de votre relation un peu spéciale avec la Tunisie. Vos débuts, surtout dans le handball, comme j'ai dit, vous avez une expérience riche en handball. Euh, voilà, comme nous introduisons Monsieur Sandora, comment vous le faites de votre côté, Monsieur? J'ai commencé carrière assez tard pour handball, à 16 ans. Parce que handball, j'expliquais souvent à séminaire pour entraîneur, c'est un sport où tu peux commencer plus tard si tu fais d'autres sports. Ça veut dire si tu joues basket, football, tu fais le gymnastique, athlétisme, et après tu commences l'entraînement intensivement. Et à 16 ans, j'ai commencé, à 18 ans, j'ai joué à cette époque à l'équipe junior de Yougoslavie. Ça veut dire avec entraînement intense, quand tu fais 6-7 entraînements par semaine, tu peux par jour, par semaine, pardon, tu peux vraiment arriver assez vite à bons résultats. Et le championnat yougoslave à l'époque était parmi les championnats les plus forts de l'Europe, si ce n'était pas le plus fort. Oui, c'était plus fort. Moi, j'ai commencé première division, jouer à 74 avec équipe. J'avais 18 ans. C'était toute l'ancienne République, ce que vous avez, Macédonie, Croatie, Slovénie, Bosnie, Serbie. Et vraiment, c'était le plus fort championnat d'Europe. À cette époque, maintenant, bien avant, c'était Boras Banja Luka, champion du monde, champion d'Europe, Partizan Bjelovar. Après, moi, j'arrivais à la génération Metal Pasica, 3 fois champion d'Europe. C'était vraiment le plus fort championnat d'Europe. Oui, et monsieur, si par exemple maintenant on regarde la situation actuelle du handball moderne, comment vous comparez le handball moderne au handball à l'époque où vous avez joué? Quelles sont les différences, peut-être? Il y a beaucoup de différences et on doit apprécier vraiment le travail de physique qui se fait énormément. Beaucoup de musculation. À ma génération, on faisait pas ça. On était plus les joueurs. Et moi, je peux vous dire encore, tactiquement et tout ça, moi, je pense, ma génération, il était plus fort. Maintenant, les joueurs individuellement sont mieux préparés. Ça, c'est une grande différence. Oui, bien sûr, ça c'est important de savoir les plus grandes différences du handball à l'époque et du handball moderne. Monsieur Sandor, vous avez une expérience riche, surtout en tant qu'entraîneur, et notamment en France, en Tunisie, et après votre retour en France encore une fois. Si vous pouvez nous parler un peu de votre expérience en tant qu'entraîneur et pourquoi vous avez pris la décision de poursuivre une carrière en tant qu'entraîneur et pas autre domaine? C'était ma décision, c'était vraiment par hasard. Malheureusement pour nous, c'était la guerre en ancienne Yougoslavie.
92, j'avais préparé mon retour en Serbie avec famille et je voulais pas faire la guerre, ça c'était la première chose. En même temps, comme jeune, j'ai préparé, j'ai école supérieure de tourisme, mais à côté de ça, j'ai passé être entraîneur. Je savais pas, peut-être je vais utiliser, peut-être non. Je voulais aller vraiment à d'autres domaines. Mon travail, c'était, je pensais travailler à tourisme et comme manager sportif. Et à 92, malheureusement, je voulais pas retourner faire la guerre. J'ai resté en France et j'ai pris équipe ACBB. C'était une équipe à cette époque, troisième division. Et avec travail, 4 ans après, 5 ans, on est monté à première division, de troisième division à première division avec ACBB. Après, il avait le problème, je restais avec eux à première division. J'ai pris équipe de Nancy juste après. Pareil, troisième division nationale. Et 4-5 ans après, on est monté à D1 français. Et avec Nancy, j'avais vraiment les chances. J'arrivais, moi, je pensais le plus grand succès de moi avec Nancy. J'avais 150 spectateurs. Pour moi, spectateurs, c'est quelque chose de très important. Et on a fait record de France. Cette année, c'était 2001, contre Paris Saint-Germain, 5500 spectateurs argentins. Vraiment, 5 ans, c'était formidable. Le problème après, c'était financier, c'était dépôt de bilan. Et heureusement pour moi, après ce dépôt de bilan, ou 6 mois, c'était pas très bien passé, parce que sans boulot et tout, j'avais vraiment un contact Tunisie. Et ce contrat s'est passé par Ben Soltan. C'est Constantini, qui était sélecteur de l'équipe de France, qui était un ami à moi, qui est encore mon ami, qui me recommandait un manager tunisien. Et c'est Ben Sultan qui m'a appelé à mois de décembre. Est-ce qu'il m'intéresse de travailler à Club Africa? Je suis venu rester 3-4 jours. On est trouvé vite d'accord et comme ça, décembre, c'était 2002, je pense, ou 2001, décembre. 2002, je pense, décembre. 2002, ouais. 2002, j'ai pris équipe de Club Africa. Et là, c'était, moi, je me souviens, mon premier entretien avec Sofiane Ben Salah, qui était mon président, et Raouf, qui était directeur sportif. Et Raouf, il commençait à me présenter l'équipe. On avait une belle équipe. Présenté, Chandor, on est en défense 3-3, on peut jouer meilleure équipe de Tunisie, on peut dire. Je disais à Raouf, Raouf, si vous avez appelé pour ça, vous pouvez trouver 10 entraîneurs algériens qui sont plus forts que moi à 3-3, ils sont beaucoup moins chers. Si tu veux, laisse-moi travailler trop de 1, je vais faire résultat. Et c'est passé comme ça. Et il m'est resté le match contre Espérance, mon premier match contre Espérance. Ça, vous pouvez trouver. 24-13, on a gagné contre Espérance, qui était vraiment beaucoup. Je pense que c'est jamais arrivé après histoire. J'ai le CD de ce match-là. Complète équipe nationale de Tunisie. Hammam, Tej, Boustina, Haraket, Jared, Slim dans le but. 6-7 joueurs de l'équipe nationale et on a gagné 24-13, mon premier finale contre Espérance. Oui, c'était une équipe pleine de vedettes, l'Espérance à l'époque, quand vous Espérance, avez, ouais. et moi j'avais Bouzgarou, Makrim dans le but, Ali, ailier droite, Ali, c'était un phénomène. Ali Madi, oui, il y avait aussi Ali Marwan Madi, Belhaj, je pense. exactement. Belhaj, il a commencé à jouer, c'était un joueur, c'était Dekker, aussi arrière droit, Zoukair, à poste de l'ailier gauche. C'est une équipe, bonne équipe, mais par rapport d'expérience, j'avais Meher Deli et Meher Deli avec qui je suis encore en contact, c'est un très bon ami. Après, excusez-moi, je dis le nom, et c'était Gendura. C'était mon meilleur joueur. Gendura avec Meher Deli, c'était le cerveau de l'équipe. Bonjour à tous, bonjour encore une fois. Bonjour M. Sandor encore une fois. Je suis encore là pour les personnes qui me demandaient si je suis encore dans le Deep Sport Talk. Et bienvenue à vous tous. Monsieur Sandor, j'essaie d'intervenir un peu avec vous. Vous avez un peu la chance d'avoir entraîné le Club Africa dans la période où la Tunisie elle était dans l'apogée du handball. C'est vraiment la meilleure époque de handball en Tunisie. Et comme vous avez parlé, il y avait tous les meilleurs joueurs qui étaient là, qui étaient soit dans l'Espérance, soit dans le Club Africain, soit dans l'Étoile du Sahel. Euh, C'était un peu le choix qui était arrivé par hasard, comme vous avez cité. Et je voulais parler un peu. Vous avez gagné beaucoup de titres avec le Club Africain. Il y avait 2 coupes. Vous étiez vice-champion en 2003.
Vous étiez vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe aussi en 2004 et en 2005. Je voulais vous poser la question, comment vous avez arrivé à avoir ce résultat aussi rapidement et avoir instauré votre mentalité aussi rapidement dans l'équipe? Mais écoutez, quand j'arrivais, la première chose, c'était, j'étais premier entrée qui me jouait trop de 1. Personne en Tunisie à cette époque, c'était 6-0, 5-1, 3-3. Et premier, vraiment, les anciens Yougoslaves, trop de 1. Et ça, c'était quelque chose de nouveau à Tunisie. Et les joueurs sont vraiment bien acceptés. J'avais une très, très bonne relation, même aujourd'hui avec les joueurs. Et ça, c'était important. Souvent, entraîneur là-bas, c'était en distance avec les joueurs. Et moi, j'étais ami avec eux. Et cette amitié est restée encore aujourd'hui avec tout ancien joueur à Tunisie. Et je pense, ça, un jour, Gendoura, il me disait, Chandra, on fait ça souvent pour toi. Et ça, c'était le succès. Ils sont donnés plus qu'est-ce que c'était vraiment le valeur de cette joueur-là. Je pensais, et Tunisie, pour moi, c'était vraiment mes plus belles années de ma vie. Jouer devant le 400 spectateurs, dernière finale, malheureusement, j'ai perdu. Sur quatre finales, pardon, contre Espérance qui était plus forte. Trois, on a gagné le club africain. Et dernière, j'ai perdu à Rades quand il y avait 7-8 000 spectateurs. Et ça, c'était l'époque quand les gens en Tunisie, complet pays, il était derrière le handball. C'était un sport très connu. Salle, c'était partout plein. Et je pense que c'était succès de Tunis. Étrangères, avant mon arrivée, ils ont parlé souvent, ils ont acheté un ou deux étrangères qui faisaient les différences, ils gagnaient le championnat et tout. Et à mon époque, étrangère, c'était un joueur ordinaire, c'était pas plus fort que Tunisien. Et à cette époque, tous les joueurs de Tunis, on a parlé d'Espérance, de Hama, ils sont partis à plus grande équipe française, Montpellier et tout. Ça veut dire qu'il avait championnat de Tunisie, il avait un certain valeur. Après, les joueurs, plusieurs années après, sauf un ou deux qui sont partis à Barcelone, quelques joueurs exceptionnels, les joueurs sont partis plus vers Saudi-Arabie, vers Qatar, et c'était le marché. À mon époque, 2006-2007, le joueur est arrivé en Europe pour jouer le grand championnat d'Europe. C'est ça la différence entre... On va aborder le sujet aussi de départ de joueurs, quel que soit en France ou dans les pays de Golfe, Qatar, Émirats et tout. Mais avant ça, on va juste parler un peu. Vous avez vécu la période où il y avait la Coupe du Monde qui était organisée en Tunisie en 2005. Et il y avait la grande histoire où la Tunisie elle était quatrième mondiale, où on a fait vraiment une très belle performance. On voulait vous poser la question, selon vous, est-ce que c'était du hasard ou c'était grâce aux conditions que la Tunisie elle est arrivée à ce stade-là ou à cette performance-là, où c'était vraiment amplement mérité avec les joueurs qui étaient dans la majorité locaux, qui jouaient en Tunisie, qui jouaient pas dans des championnats professionnels, etc. Écoutez, moi, j'étais vraiment là à ce moment-là. Et à cette époque, moi, j'ai beaucoup fait pour arriver Zoran Živković comme entraîneur. Et pendant un mois, quand Zoran est arrivé, comme Zoran ne parlait pas français, il a travaillé à Koweït. Zoran, c'est lui qui a fait l'Égypte aussi. C'est lui, avec lui, l'Égypte, il a commencé en bas. Et j'étais son adjoint pendant un mois. On faisait le tournage et le base de handball équipe nationale, c'est Zoran qui a donné pendant un an et demi. Et après, malheureusement, il a pété le tendon d'Achille et tout ça. Et deuxième entraîneur aussi, c'est moi qui ai recommandé à cette époque, c'était Seatras Lefenich qui est mon élève. Ça veut dire qu'il avait vraiment un travail de deux excellents entraîneurs. Et cette équipe de Tunisie, il avait le tout pour être très grand. C'est pas parce que c'était à Tunisie. Moi, je réponds, c'est normal, quand tu joues à la maison, c'est différent. Mais l'équipe, il avait une valeur mondiale, ça, c'est sûr. Hamam, à cette époque, c'était un des meilleurs arrière-gauche jusqu'à vraiment cette blessure d'épaule et tout. C'était un joueur incroyable, Tej, mais complète équipe. C'était vraiment très, très grand niveau. Je travaillais heureusement pour moi parce que j'ai passé un mois avec l'équipe nationale. On faisait les préparations, on était à Hammamet. Après, on faisait un tournoi. C'était Ukraine, Suisse et France qui sont venus jouer ce tournoi. J'étais à banc avec Zoran. Et malheureusement pour moi, parce que Zoran il souhaitait, il est venu parce que je voulais être son adjoint et entraîneur de gardien de but. Et Sheriff
Tu me disais comment ça s'appelait. Sheriff Bellamine. Sheriff Bellamine, il m'a pas laissé travailler. Il disait, entraîneur de club africain, ils ne peuvent pas être adjoint à l'équipe nationale. Le club africain, c'est quelque chose. Et c'était, cette époque, un journal, je me rappelle bien, je rentre de France, c'était marqué, Chandor, ça y est, ils sont trouvés d'accord, le lendemain, c'était pas trouvé. Pendant 10 jours, c'était, j'entraîne ou j'entraîne pas l'équipe. Et moi, je souhaitais entraîner et en même temps rester entraîneur de club africain. Et Sheriff, il m'a pas laissé travailler pour être avec cette équipe jusqu'à championnat du monde. Et pour l'anecdote, au moment où on enregistre cet épisode, il y a exactement 20 ans de cette époque-là où la Tunisie elle a organisé la Coupe du Monde et de ce grand événement-là. Maintenant, c'est 20 ans. Exactement, oui. Oh, le temps passe vite. Ça passe vite. Moi, j'étais à tous les matchs de l'équipe de Tunisie. Je regardais, c'était vraiment quelque chose. Tout le monde, il parlait de handball, n'importe quel café, resto. Et c'était vraiment être entraîneur à Tunis ou joueur de handball. Tunis, c'était quelque chose. Ben, handball, c'était vraiment, et les gens de hand, c'était reconnu en pays complet. Il avait un grand enthousiasme pour le sport. Tunis, c'est un pays qui aime le sport. Surtout, je parle de cette époque. Parce que mon première fois, j'étais à Tunisie à 75. Équipe nationale de Serbie, j'étais à équipe junior. On est venu 15 jours faire le stage et jouer 4 matchs contre équipe A de Tunisie qui s'est préparée pour le jeu méditerranéen. C'était mon premier contact avec Tunis. C'était comme commencer le handball aussi, 75. Bien beaucoup après j'arrivais. Oui, et on voit malheureusement qu'aujourd'hui, la Tunisie passe par une période de déclin, si on peut dire. Malgré peut-être qu'il y avait beaucoup de générations qui avaient du potentiel, comme la génération de Oussama Abou-Ghanmi, El Jallouz et tout, qui ont fait un podium pendant le championnat du monde junior en 2011, mais ça n'a pas suivi après. Et aujourd'hui, on trouve malheureusement la Tunisie comme j'ai dit, dans une période de déclin où on n'est même plus capable de qualifier ou de passer au deuxième tour dans les championnats du monde. Quelles sont, selon vous, Monsieur Sandor, les raisons principales qui ont mené à la situation actuelle du handball tunisien? Mais écoutez, dernière fois, j'avais contact, c'était le championnat du monde en France après, cette génération-là. Et son groupe, il était à Metz. J'étais avec eux, je regardais tous les matchs de Tunis. Et j'étais avec eux aussi à côté, on est sorti, parler, c'était fan de Tej, il a encore joué, cette nouvelle génération, il est arrivé. Mais moi, je pense, une chose, c'était championnat de Tunisie, c'est affaibli. Ça, on a parlé un petit peu de ça. Problème de reconnaissance. Les jeunes joueurs, maintenant, ils préfèrent le jeux vidéo et le truc comme ça. Et il n'y a pas cet enthousiasme pour être un grand sportif. Mais c'est pas seulement Tunis, ça arrive à beaucoup d'autres pays. C'est pareil pour le sport. Moi, j'avais deux petits-enfants. Un, il est 14 ans, il est fort, mais il ne s'intéresse pas au sport, il pouvait faire, mais non. Mais en même temps, je suis une petite fille qui a 10 ans, qui s'entraîne 9 heures, 10 heures par semaine, il fait le patinage artistique. C'est pas du tout ce que moi je faisais, mais il a cette envie de faire. Mais ça, c'est vraiment individuel. Et il y avait aussi, je pense, le fait que tous les joueurs ils sont partis, le fait que vous avez parti aussi, le fait que il y a beaucoup de personnes qui étaient influents, qui avaient un bon niveau dans le handball tunisien à cette époque et qui ont préféré d'aller chercher des niveaux plus professionnels comme comme le championnat français ou allemand, ou même après le championnat du Qatar ou du Portugal qui ont pris aussi de l'ampleur. Je pense que ça a contribué à l'affaiblissement du championnat aussi et du coup à l'équipe nationale. Exactement. À l'époque, c'était vraiment seulement quelques joueurs qui sont partis. La majorité des joueurs, ils restaient en Tunisie jusqu'à fin de carrière. Quand Oui. tu regardes mon équipe de club africain, ils sont restés presque tous. Mehrdel, après, il est venu, il est resté il est à Nice. Mais le reste des joueurs sont restés à Tunisie. Et le jeune partait trop tôt après. Ça veut dire, il commençait à avoir 21, 22 ans, il voulait partir tout de suite gagner argent.
Et malheureusement, moi, je pense que tous ils sont partis vers Qatar, où la formation, ils ne pouvaient pas se finir. Qatar, il demandait les joueurs d'expérience et tout. Il n'avait pas le temps pour travailler avec eux. Et avant le joueur comme Tej, Boustina, je parle de cette génération-là, ils sont partis comme les joueurs reconnus mondialement, avant de partir. Maintenant, les jeunes, souvent, ils partent, ils jouaient une de saison en championnat, ils partent trop tôt et ça veut dire qu'il n'y a pas assez de temps pour finir les formations à pays. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème. Oui, Je voulais exactement. déjà aborder ce sujet avec vous. Déjà, vous, après la Tunisie, vous avez été au Qatar. Donc, vous avez vécu un peu cette époque au Qatar et la période où le handball il commençait à avoir ses jours là-bas. Je voulais vous poser la question par rapport à comment ça a commencé et comment le Qatar il est arrivé à ce stade-là petit à petit et comment ils ont travaillé pour devenir deuxième mondial à la fin. De moi, vous attendez pas très bonnes choses. Je passais plus belle année de ma vie. Moi, j'ai 69 ans à Tunisie. Et plus mauvaise année de ma carrière, c'était Qatar. C'était El Rayyan. Tu arrives à jouer là-bas devant les 30 ou 40 personnes qui sont payées pour supporter l'équipe ou gymnase vide. J'arrive de 5000 spectateurs de Copa. Là-bas, tu arrives au Qatar, c'est vraiment pas la même chose. Les gens tunisiens chaleureux, ils te reconnaissent dans la rue. Tu Qatar, tu es complètement inconnu, n'importe, tu pouvais être le meilleur joueur de foot. Tu es là-bas, ils te connaissent pas. C'était vraiment seulement avec argent et c'est artificiel. Et moi, personnellement, je ne pouvais pas rester. J'ai resté 10 mois et j'étais content de partir tout de suite. Et je voulais oublier cette année, qu'est-ce que j'ai passé. Résultat, je n'ai pas mauvais. À un moment, pendant 3 4 mois, j'ai gagné tous les matchs avec 2 équipes. J'ai fini vice-champion et tout, mais avec rien, mais vraiment, c'était pas ça. Après, moi, ça commençait vraiment, meilleurs joueurs sont arrivés, et ça veut dire, moi, j'étais 2005-2006, après, vers 2008-10, après, c'est arrivé, vraiment, meilleurs joueurs qui sont arrivés, après, peut-être, c'est changé. Mais année, quand moi, j'étais là-bas, vraiment, j'étais pas heureux. Ça, c'est le plus important. Oui, C'est bien il y aussi avait de mentionner certainement. ça. Je sais pas. Moi, au Qatar, avec Qatari, tu ne pouvais pas avoir de relation. Eux sont les employeurs. Ça, je ne voulais pas trop parler, mais c'était vraiment mes amis, c'était Tunisiens, Syriens, Palestiniens. Avec eux, j'ai fumé le chicha, j'ai joué le chiche-biche. Mais Qatari, c'est le genre, je peux dire, c'est vraiment spécial. Et Et ça, peut-être, c'est c'est le aussi ce cas qui un est petit arrivé peu. à plusieurs joueurs. Quand vous avez parlé des joueurs qui partaient très jeunes au Qatar, c'était à cette époque où il y avait plusieurs agents qui venaient en Tunisie et qui cherchaient à recruter les joueurs. Et ça a fait vraiment du mal au handball tunisien Oui. parce qu'il y a beaucoup de pépites qui sont partis trop tôt. Et c'est à cause des agents qui étaient plus ou moins profiteurs à cette époque. Et du coup, on a vraiment perdu beaucoup de joueurs dans cette période-là à cause de ça. Et c'est malheureux. Et c'est bien qu'on arrive à dire ça pour que les jeunes joueurs qui nous regardent tiennent bien la leçon et savent bien faire les choix. Et malheureusement, tu as complètement raison. Parce que moi, de ma carrière, j'ai vu le joueur, je pensais à 17 ans, il va être le meilleur joueur du monde. Mais s'il n'y a pas un travail qui arrive après, tu passes un joueur ordinaire. Et comme vous dites, pépites joueurs qui, avec une bonne éducation, rester à Tunisie, jouer un bon championnat et tout, c'est mieux que partir au Qatar pour jouer 5 minutes, perdre, il passe après un joueur ordinaire. Et pour être bon joueur et très bon joueur, il y a une grande différence. Bien sûr. Oui. Oui, exactement, Monsieur Sando. Il y avait certainement un investissement qui s'est fait au Qatar. Bon, après, ils ont réussi à finir deuxième mondial. Mais comme vous avez dit, pour vous, il est très important d'avoir des spectateurs, d'être entouré par des gens qui sont passionnés du handball et tout. C'est la chose que vous avez trouvée en Tunisie et pas nécessairement au Qatar. Il y a un autre facteur, coach. Par exemple, on peut ici, Aziz, comme au basket, même au handball, on peut parler de l'inflation des salaires. Par exemple, aujourd'hui, un joueur, par exemple, à l'Espérance de Tunis, peut gagner mieux qu'un joueur en Star League en France. C'est-à-dire les joueurs maintenant n'ont n'ont plus d'objectif très haut, ils ne visent plus le très haut niveau. Ils peuvent rester dans leur zone de confort, si on peut dire, et gagner.
gagner bien leur vie. Et ça, c'est important aussi, je pense. C'est important, mais après, tous les gens sont différents. Chez moi, c'était vraiment, le salaire, c'était à deuxième plan. Généralement, quand je cherchais équipe, pour moi, toute ma vie, c'était résultat. Si vous avez regardé ma carrière, mon CV, j'ai vers 16 titres européens, africains et tout, différents. Moi, c'est tout le temps le titre qui m'intéressait. C'était vraiment pas le salaire. Le salaire, ça arrive ou non, je suis plus content gagner moins, avoir une bonne équipe, pour moi, s'énerver, que gagner un petit peu plus, pour moi, c'était un petit peu différent. Après, chacun, il fait, de temps en temps, un jeune de 19-20 ans, il est content parce qu'il va gagner 2-3 000 euros par mois, même si après, il fait rien comme sportif. Moi, je recommande à un jeune joueur, s'il doit aller, il doit aller à l'équipe où il peut progresser. C'est pas l'argent. L'argent, il arrive après, normalement. Mais pas parce qu'un manager, il te dit, tu vas gagner El Ryan, ou je ne sais pas où, tu vas gagner 100 000 dollars par mois et tu ne vas pas jouer. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ta carrière? Tu vas finir carrière à 23, 24 ans. C'est pas le but. Le but, c'est avoir une carrière plus longue et avoir le titre et tout ça. C'est ça que ce que moi, comme personne, je préférais. Exactement, c'est Théoriquement, très monsieur Santos. important. Ouais. C'est Vas-y, très... vas-y, Liz. Oui, oui, non, je voulais juste dire que c'est très important pour un joueur de faire une bonne gestion de Les bons carrière. choix où il Exactement, et de accomplit. bons choix, voilà, Bon, exactement. ça, c'est le plus important. C'était Ouais. jamais, surtout à début de carrière, c'est pas regarder l'argent, c'est regarder où je peux évoluer, où je veux avoir le temps de jeu, où il y a un bon entraîneur qui peut m'apprendre quelque chose. Si tu viens chez un entraîneur qui va te laisser, tu fais ce que tu veux, ça sert à rien non plus. Même si tu joues beaucoup, si tu apprends pas, chaque entraînement quand tu viens à un entraînement ou chaque match quand tu fais, tu dois progresser. Si tu progresses pas, tu stagnes et ça, chez jeunes, c'est, si tu stagnes 1 an, 2 ans après, on n'attrape pas le temps. Ouais, c'est tout à fait vrai et logique. Sauf que malheureusement, moi j'en ai vu quelques cas. Il y a des jeunes où, quand on leur propose des grosses sommes d'argent et qui étaient parfois dans la galère, ils n'arrivaient pas à avoir vraiment des conditions pour y arriver en Tunisie. Et du coup, ils préfèrent de partir même parfois à 14-15 ans, parce que pour eux, les sommes proposées, ils étaient déjà suffisants pour eux et pour leur famille. Et moi, je l'ai vu quelques cas comme ça. Et parfois, on se dit, OK, malheureusement, ce joueur-là, il a pas fait une grosse carrière. Mais bon, on se dit, quand même, s'il a réussi au moins à sauver sa famille en ce moment, c'était quand même pas mal. Et c'est là où on peut dire, c'est des choix et chacun, c'est vraiment du cas par cas. Mais malheureusement, qu'on perd parfois des potentiels de très grandes carrières de joueurs. Oui, mais vous avez raison, mais après, faut regarder, comme vous dites, cas par cas, il aide sa famille. Ça, c'est une chose, mais moi, je parle de sportivement. Sportivement, si tu as ambition, je reviens encore à ma petite fille qui a 10 ans. Maintenant, il fait le patinage avec fille de 13 ou 14 ans. Et il finit troisième entre 21. Elle est malheureuse parce qu'elle n'est pas le champion, elle n'est pas première. Ça veut dire qu'il faut avoir cette ambition, même si tu as 3 ans moins, tu veux être première. Et ça, si je parle avec les joueurs de handball, c'est aussi un début, c'est ça, pour être meilleur. C'est pas, oui, je gagne maintenant, je suis parti au Qatar, je joue en grande équipe, mais je suis là-bas 16e ou 18e joueur. Peut-être je joue pas, mais j'ai argent. C'est bien, je sauve ma famille, mais sportivement, tu vas pas progresser. Et moi, je pense qu'on parle de progrès de joueur. C'est deux choses différentes. Personnellement, je suis comme vous. J'ai cet esprit vainqueur où je peux pas jouer sans gagner. Et je vous rejoins là-dessus carrément à 100%. Déjà, c'est un peu la prochaine question que j'ai préparée. Avec votre esprit vainqueur et votre amour pour ce sport, si aujourd'hui vous aurez l'équipe de Tunisie ou vous aurez la main sur le handball tunisien, quelle réforme ou quel changement vous faites pour que le handball tunisien il peut par exemple revenir à son apogée ou revoir les beaux jours? Écoutez, je ne sais pas exactement c'était année, juste avant le camp, que ce qu'on a parlé de Algérie. Mhm. Euh, Kamel, c'était le président de Fédé. Il est venu, Hamam, il était là à Tej. C'était soirée d'étoiles ou quelque chose comme ça, qui était le meilleur joueur, meilleur sportif fin d'année. C'était à Champs-Élysées, dans un grand resto. Et moi, j'étais élu cette année meilleur entraîneur en France féminin.
Et Kamel, il m'a appelé, je suis venu une semaine, j'étais à Tunisie, et je faisais le projet, comment je vois le Tunis. Vous pouvez trouver, je ne sais pas ce que je vais écrire, pas écrire, je ne suis pas sûr. J'ai resté une semaine, j'avais aval de mon président, j'étais en train de Metz, pour pouvoir entraîner, c'était, je peux vous dire exactement, c'était juste avant le jeu méditerranéen à Izmir. Vous pouvez trouver la date. Ouais. Et j'étais une semaine. Et, et le problème, c'était le 7 camp qui se jouait en janvier. Et avec Metz, à mois de janvier, j'avais 7 matchs. 2 matchs de Coupe d'Europe, on a joué la Coupe de Champions. Et mon président, il pouvait pas me laisser. Je voulais prendre, travailler pendant une semaine IHF et EHF. Et juste après, on a parlé de 4 ans de contrat où je voulais arrêter avec Metz et venir. Et je voulais prendre l'équipe nationale de Tunisie pendant 3 ans suivants. Mais quand je ne pouvais pas. Et à cette époque, on n'est pas trouvé, on est même parti chez le ministre pour signer contrat. Mais je ne pouvais pas céder parce que j'avais mon contrat avec Metz et je ne pouvais pas venir immédiatement. Je pouvais venir seulement ça et quand je pouvais pas. Et c'était le problème. Et là, j'avais un projet. Je trouvais adjoint qui va travailler avec moi. On a parlé de tout. Mon projet, c'était pendant une semaine ou pendant chaque mois, 1 ou 2 semaines, 4, 5 jours, faire le stage à Sousse, Sfax, quelque part, essayer de jouer un match amical avec les joueurs de Tunisie et après faire un grand stage avec les joueurs qui sont étrangers. C'était vraiment un travail tout le temps. L'équipe nationale peut se trouver euh, travail permanent, pas seulement les semaines quand on se trouvait entraîné pour jouer, pendant vacances, complètes vacances. Et c'était quelque chose comme ça. Et moi, je pense qu'il faut aller vers ça. Sans ça, on pouvait pas. Zoran, il a commencé avec l'Égypte. C'est pas moi qui ai trouvé cette formule. Zoran, quand il a fait l'équipe Égypte, il faisait ça. L'équipe nationale, il était vraiment comme une équipe. Exactement, coach. Aziz aussi, si tu te souviens, dans l'épisode de coach avec coach Adel, il nous a parlé de ça aussi, de Oui, l'importance de faire toujours des stages. Ce qui est important pour créer de l'automatisme entre les joueurs et aussi pour créer un groupe. Parce que, en fin de compte, une équipe nationale, c'est pas seulement parce que il dit toujours, on ne forme pas une équipe avec les meilleurs joueurs, mais avec les joueurs qui vont ensemble. Et ça, c'est Exact. important. Ça, c'est un sport collectif. Bons joueurs font une bonne équipe, mais seulement les bons joueurs qui ne sont pas équipe, tu peux pas. On parle surtout, après, il y a le sport où il peut. Vraiment le joueur exceptionnel qui peut faire la différence. En balle, équipe, il doit être derrière. C'est vraiment plus important qu'un joueur qui va te marquer 15 buts. C'est le joueur, tu arrêtes. Différentes façons, il y a pour arrêter, tu ne vas pas faire le résultat. Le résultat, il fait l'équipe ensemble. oui. On salue Coach Adel parce qu'il nous a laissé beaucoup de belles références qu'on peut souvent utiliser sur nos épisodes. Euh, Coach Sandor, vous avez apporté beaucoup au handball, mais qu'est-ce que le handball vous a apporté? Mais écoute, c'est un travail que moi j'adore. Je suis en retraite maintenant depuis 1 an et demi et je continue à travailler. Parce que j'aime, en bas, je suis depuis 72. Ça veut dire, je compte même pas, c'est 50 ans, je pense, plus que 50 ans. C'est ma vie. À côté, c'est ma vie, il est resté, à début, comme je vous avais dit, s'il n'y avait pas de guerre au Yougoslavie, peut-être que ça arrête à 92, mais ça continue, c'est une passion. J'aime ce sport et j'aime le challenge tout le temps. J'arrive ici, je suis dans une petite équipe, mais les gens, ils aiment énormément de balles. Il n'y a pas cette moyenne. On parle de ça aussi, il y a tout le temps les moyens. On a les moyens pour rester milieu de tableau et on essaie de faire ça. J'avais la chance de travailler avec des grandes équipes où j'avais les résultats, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il faut trouver plaisir aussi avec les petites équipes pareilles, où tu vois rentrer le jeune joueur, plus de jeunes joueurs possible. L'année dernière, première division Oura, c'est un des plus fortes en Europe. Et j'ai réussi 5 jeunes joueurs qui sont jamais joués première division, qui sont joués avec qui on est resté à terre, pas descendu. Et ça, c'est tout le temps un challenge. Il n'y a pas de jeunes, et ça aussi, j'espère expliquer tout le temps. Il n'y a pas jeune ou vieux. Il y a bon ou mauvais.
Chez moi, j'avais à Metz Isabelle Vedri. À 40 ans, elle jouait encore. Et en même temps, j'avais Grace Zadi qui, après être passée meilleure joueuse du monde, à 17-18 ans, elle rentrait tout de suite équipée. C'est comme ça. Il y a bon mauvais. Et les gens qui aiment le handball, et ça, c'est le plus important. Enthousiaste. Si tu joues sans amour seulement parce que avec ton talent, ça passe pas. Ça passe certains temps, mais pas longtemps. Exactement, hein, Monsieur Sandor. Vous avez parlé de bons résultats que vous avez fait, surtout, je pense, pendant votre expérience en France. Vous avez gagné le championnat français plusieurs fois, la Coupe de la France plusieurs fois. Vous étiez vice-champion du championnat d'Europe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de votre expérience et qu'est-ce qui a fait ou c'était quoi le travail que vous avez fait pour avoir ou réussir ou obtenir ces résultats-là? Moi, je pense que tout ne passe pas avec entraînement. Avec entraînement, tu dois préparer et ton équipe pour faire ces résultats. Il y a souvent, il dit, oui, c'est tactiquement tactique et tout ça, tu prépares l'entraînement. Tu ne pouvais pas se concentrer seulement pour un championnat. Aujourd'hui, je prépare match. Un championnat, c'est complète année. Complète année où tu prépares l'équipe. Pour moi, j'ai gagné, comme tu dis, beaucoup de titres. Un des meilleurs titres, c'est ce que je te disais, que je vous avais dit, contre Espérance. Et deuxième titre, c'est championnat d'Afrique, Coupe de Coupe à Maroc. Maroc, et c'était joué à Fès. Et Maroc, il a mis équipe nationale comme équipe de Fès. Cette équipe de Maroc, 2 ans après, il a joué le championnat du monde, je pense que c'était en Allemagne. Et on a gagné 16 buts. Moi, j'ai encore cédé aussi. Ça, c'est avec Club Africa, c'est mon meilleur match. Finale à Fès devant 4000 spectateurs, on a gagné 16 buts contre l'équipe nationale de Maroc. Vous pouvez trouver sur Internet. Ça, c'était quelque chose de formidable. Tu travailles souvent et ton travail, c'est voir, ton temps, c'est voir pas. Et cette match-là, tout ce qu'on a travaillé pendant complète année, ça marchait. Ça n'arrive pas souvent. Que ça, je vous dis, c'est un des meilleurs matchs. Je faisais avec mes soucis. C'est le match parfait. Et ça, il te reste, tu fais beaucoup de matchs, tu gagnes. Tu as, pareil, on parle de sport, pareil, c'est foot, basket ou n'importe quoi. Il y a de qualité, c'est quand tu joues mal et tu gagnes. Ça veut dire que tu as une bonne équipe. Tu joues mauvais et tu gagnes. Après, tu as une équipe moyenne, tu dois te surpasser pour gagner. Tu ne peux pas chaque semaine se surpasser. Tu peux faire, tu fais un exploit, mais après la semaine, tu perds. Et coupe, c'est aussi, quand tu joues coupe, moi j'aime beaucoup les coupes, parce que tu dois souvent te surpasser, même quand tu n'es pas plus forte. C'est ce qui s'est arrivé avec Espérance sur 4 finales, 3 fois on a gagné. Espérance, il a gagné le championnat et tout. On ne pouvait pas parce qu'on faisait, mais un match, Sur un match, tout est possible. tout était possible et on arrivait à faire ça. Et le joueur, il doit croire à toi, mais réciproque, tu dois croire à tes joueurs. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas cette liaison entre coach et le joueur, ça passe mal. Tu peux faire avec les disciplines, tu cries, tu fais pendant 3, 4 mois, 5 mois, jouer le gendarme. Joueur, il te voit, est-ce que tu connais un ballon ou tu ne connais pas? Et ça tu dois montrer à terrain, l'autorité c'est fait avec ça. Tu l'expliques, tu dois faire ça et ça, tu l'expliques pourquoi tu dois faire ça. C'est pas parce que tu es obligé de faire ça. Tu essayes de montrer. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas. Exactement, Monsieur Sandor. Aussi, vous avez parlé de certaines qualités que les entraîneurs doivent avoir. Ici, je veux ouvrir des parenthèses, mais si on peut parler un peu de la relation entraîneur-joueur. Selon vous, quelles sont les choses nécessaires pour qu'on réussisse, pour qu'on réussisse, voilà, à avoir une bonne relation entraîneur-joueur, ce qui va certainement apporter du plus pour le club et sur les performances des joueurs surtout aussi. Après, je ne pouvais pas parler en général parce que mentalité chez entraîneur et tout ça, c'est différent. Quelqu'un, il fait la distance avec cette distance, quelqu'un est plus ami. Faut trouver un juste milieu. Moi, j'essaye comme ça. J'essaie d'être ami, mais on sait qui est patron. De temps en temps, tu dois montrer, mais tu dois être à l'écoute aussi de joueurs.
Si tu ignores qu'est-ce que le joueur il pense, ça c'est pas bien. Même si tu as raison, tu dois écouter et tu dois expliquer. Ben, je peux te donner une chose, qu'est-ce que c'est, il m'arrivait avec Paul Baudouin. C'était à cette époque meilleur joueur en France, ailier gauche, et à la même place, j'avais Zetson Mianovic. Ils ont joué tous les deux ailier gauche, peut-être les deux meilleurs ailiers gauche à cette époque en Europe. Et moi, j'ai décidé, à cette époque, je faisais ça. J'avais équipe de matchs complet, 14 joueuses. Je pouvais changer toutes les joueuses et jouer le tempo. On jouait beaucoup de matchs Coupe d'Europe, comme en hockey, entre 14 et 16e minute, j'ai changé complète équipe. Et Paul Baudouin, il vient 2, 3 fois avec moi parler. Chandor, tu nous laisses. Qui est meilleur, il joue. Si elle est meilleure, je vais te dire rien, elle va jouer. Moi, je dis non, Paul, et on va rester comme moi je dis. On avait vraiment conflit 2, 3 fois. Aujourd'hui encore, on est très bons amis. Je n'ai pas écouté son conseil, mais on est parlé et tout. Elle est finie meilleure buteuse de championnat de France cette année, jouant seulement 30 minutes un match. Ça veut dire, après, elle a compris. L'année après, il n'avait pas de problème. La première année, elle voulait jouer, elle était, je ne sais pas, meilleure joueuse en France, elle est gauche, elle voulait jouer 45 ou 50 minutes. Et moi, je n'ai pas laissé. De temps en temps, tu dois céder. De temps en temps, tu essayes de montrer qu'est-ce que tu penses. Ça, c'est important, cette relation entre le joueur et l'entraîneur. Vous avez parlé, coach, de la différence des mentalités des entraîneurs. Vous avez dit qu'il y a des entraîneurs qui avaient des mentalités différentes que les autres. Je pense que les joueurs aussi, il y a beaucoup de mentalités qui diffèrent. Surtout quand on compare les joueurs tunisiens par rapport aux joueurs français ou par rapport aux joueurs qataris. Si vous pouvez nous parler un peu de ça, comment vous vous adaptez à chaque mentalité de joueur et à chaque environnement là où vous êtes. Mais ça aussi, ça dépend de ton mentalité. Moi, j'arrive. Beaucoup d'entraîneurs n'arrivent pas. J'arrivais à Tunisie, moi, j'étais comme à la maison. J'ai compris tout de suite les mentalités tunisiennes. Ça, c'est la première chose que ce que tu dois comprendre avec qui tu travailles. Si tu travailles en Scandinavie, c'est différentes mentalités. Tu dois t'adapter à cette mentalité, ça. Et ça, après connaissance, je vous donne une anecdote que ce que beaucoup de monde ne savent pas. Quand j'ai fini mon école d'entraîneur en Serbie, j'avais un professeur, Vojka Stefanovic, psychologie sur cet examen. Et lui, il nous avait donné vraiment comment on doit, ça c'est le boulot d'entraîneur, et beaucoup d'entraîneurs ne connaissent pas ça, comment on doit connaître les joueurs. Chaque joueur, tu dois connaître psychologiquement. Ça, c'est le plus important. Et une des choses, il est donné. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas intelligence et intelligence de sport. C'est pas en corrélation du tout. Tu trouves les gens super intelligents avec QI de 150, ça veut dire Einstein, c'est le meilleur sportif. Et en face, c'est le joueur vraiment avec intelligence bas, mais sportivement être super intelligent. Intelligence de sport, c'est quoi? À quelque chose de nouveau donné. À n'importe quel sport, tu réagis, vitesse de réaction, quelque chose de nouveau. Basket, Jokic, il ne voit même pas les joueurs basket, il fait les passes. Ça veut dire, ça, c'est beaucoup génétique. Et moi, comme entraîneur, je dois reconnaître ça. Il est donné un exemple. Vous pouvez après parler de ça. C'est une seule chose que ce que moi j'ai appris comme entraîneur. Tu trouves un mec, intelligence bas. Tu lui donnes 100 000 euros par mois pour travailler à la poste, pour mettre les tampons et taper tous les jours le tampon sur l'enveloppe. 100 000 euros, il va rentrer à la maison, il va chanter toute sa vie pendant 30 ans, il va taper, il va être content. Maintenant, tu donnes un super, un petit Einstein, tu lui donnes 300 000 euros par mois pour faire les mêmes choses. Pendant 3 mois, il va être content. 4e mois, il va rater, il ne va pas être content avec son travail. C'est la même chose. Tu as Zinedine Zidane, tu lui donnes allez, Zizou, tu cours, tu attrapes, je ne sais pas quel joueur, tu défends contre lui. Il va faire un match, 2 matchs, il n'y a pas de problème. Il ne va pas être content. Même temps, notre capitaine Deschamps, qui j'ai entendu maintenant, il a arrêté, tu dis à Deschamps, tu dois faire le passe à 40 mètres tout le temps, c'est toi qui vas distribuer le jeu. Le pauvre, il ne va pas être content parce que tous les deuxièmes passes, il va être mauvais. Ça veut dire, Dinar, qui était votre entraîneur équipe nationale, Dinar, qui s'est trouvé meilleur défenseur du monde, il aimait ça. Mais tu lui donnais à Dinar, allez, tu vas jouer le demi-centre, c'est toi qui vas distribuer le jeu. Il ne va pas être content parce qu'il va faire beaucoup de fautes.
Tu joueur, tu dois trouver chaque joueur, qu'est-ce qu'il est capable. Et s'il est capable, tu lui mets ça, tu forces ses capacités. Tu ne demandes pas à un joueur ce qu'il ne peut pas faire. Si tu demandes qu'il va avoir tout le temps échec, lui, il ne va pas être content, tu ne vas pas être content. Mais si tu comprends, ce joueur, il est capable, tu lui donnes le. Et à d'autres, tu sais, oh, tu vas à gauche, tu fais le passe à droite, et fais rien d'autre, il va être content parce qu'il va faire bien ça. Et ça, c'est à tous les sports. Et ça, c'est, Voigan Stefano, il y a 50 ans, quand il me disait, il me restait dans la tête. Et j'essaie d'étudier mes joueurs ou joueuses quand je vais prendre qui est capable de faire ça. Donc, c'est une répartition de C'est un tâches, bon, c'est comme bon un travail de réponse. manager. C'est tout à fait normal. Mais je pense que ça doit pas être évident, surtout avec les joueurs parfois qui ne sont pas d'accord ou qui n'ont pas la même mentalité. Et c'est, comme vous avez cité, vous avez totalement raison. C'est là où l'entraîneur, soit il réussit pas, et c'est là Tu où il y a dois dans comprendre les équipes pourquoi il n'est pas balançantes aussi. content. C'est ça, cet échange. Tu dois comprendre pourquoi il n'est pas content. Peut-être tu ne demandes pas assez ou tu demandes trop. Oui. Et il y a une raison pourquoi il n'est pas content. Après, si c'est un truc maison, sa femme qui n'écoute pas ou ce problème avec parents, ça c'est d'autres choses. Mais là aussi, tu peux un petit peu jongler, mais tu dois comprendre si tu ne fais pas l'échange avec eux, à la fin, tu vas contre un mur, lui, il va contre un mur et ça ne va pas. De temps en temps, je ne dis pas je suis experte, de temps en temps, j'ai réussi avec ça, mais de temps en temps, ça ne marche pas. Et c'est normal, c'est la nature des relations humaines. À la fin, on peut pas être amis, on peut pas travailler avec tout le monde. C'est naturel. C'est naturel. Exact. Euh, Exactement. Allez-y, vas-y. Coach, je reviens un peu sur la période en Tunisie qui était un peu courte, mais est-ce que cette période-là vous a changé? Est-ce que la Tunisie a changé des choses dans Monsieur Sandor, dans sa personnalité, dans sa mentalité? Mais beaucoup, comme je disais, moi j'avais des collègues, je ne voulais pas citer les noms, qui sont passés par Tunisie, ils arrivaient à rester 3 ou 4 mois et ils sont partis. Moi, je restais 2 ans et demi. Mais moi, pourquoi je suis parti, on peut parler un petit peu plus, parce qu'à cette période, je voulais prendre l'équipe nationale d'Algérie. J'avais contact avec eux, ça passait pas, c'était un truc politique parce que le ministère des Sports, il s'est fâché, c'était les Jeux d'Almeria en Espagne, et normalement, je voulais prendre l'équipe nationale après. Et les joueurs de France, ils sont pas venus. Et le ministère s'est fâché, il n'est pas envoyé un jeu de Méditerranée, Algérie n'est jamais parti. Et c'était un problème, et je restais sans équipe, et comme ça, j'ai parti au Qatar. Et Tunisie, j'ai quitté pour ça, parce que je voulais changer quelque chose. Je pensais, c'était suffit avec les clubs, je vais essayer avec l'équipe nationale. Et ça ne marchait pas. Plusieurs fois, j'avais cette envie, équipe nationale, ça passait jamais, mais comme ça. C'est peut-être un mal pour un bien, on ne sait pas. Exactement. Mais moi, c'est vraiment même vie privée. Les gens de Tunis, je trouvais. Mon fils, il a fini le lycée là-bas à Tunis. Complète famille, on a vécu vraiment meilleure année de ma vie. Je suis un étranger depuis 88. Tunis, il me reste comme un pays vraiment, les gens chaleureux. J'ai un ami tunisien, Habib, mon ancien adjoint, il m'appelle chaque mois, minimum une fois, de temps en temps. Comme ça, je connais tout, qu'est-ce que se passe à Tunisie avec Club Africa, Espérance. C'est après, c'est de temps en temps comme à Qatar. Il ne me plaisait pas, à Tunisie, il me plaisait. En France, je travaillais beaucoup. J'ai parti à Luxembourg. Luxembourg, j'ai travaillé, mais c'était un petit peu comme Qatar. Je préférais la France. Et maintenant, je trouve ici en Hongrie, c'est le même chaleur que ce que j'avais à Tunisie. Voilà, exactement, coach. Surtout que le sport, c'est noble. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle on joue. C'est pour garder de bons contacts, pour garder de bons Souvenir. souvenirs. Exactement. Et si nous revenons un peu sur vos souvenirs en Tunisie, euh, si vous me donnez les moments les plus forts que vous avez vécus en Tunisie. Mais j'avais beaucoup de moments comme ça. Fort, et vous avez parlé pour vice-champion, mais je me rappelle de tous les détails. Euh, Mon premier grand match, c'était concurrent cette année, c'était Sousse, qui était à la fin champion. On gagne le premier match, 8 buts chez nous à Club Africa. On pouvait perdre le match pour être champion. Et avant-dernier match, on joue match nul contre Espérance.
je ne sais pas est-ce que c'est le podcast parler, il avait les gens qui sont faits par ce match-là. Euh, on peut parler de ce podcast. Bien Ouais, sûr, ici c'est l'espace ouvert, vous pouvez Et parler de une tout. chose vraiment, qu'est-ce qui me fait mal au cœur, je ne pouvais jamais oublier. Je ne vais pas citer le nom qui me disait ça, mais Tej, il avait une semaine ou 2 semaines avant le match, il s'est marié. Espérance, il n'était pas en jeu pour champion. C'était nous et Sousse. Nous, on gagne. Espérance, je peux perdre jusqu'à 8 buts à Sousse pour être champion. Et il y a un de notre bureau, il dit, parce que vous savez, Source, Espérance et Club ouais, Africa, je ouais, exactement. Il y très a bien beaucoup avec de tensions eux. De entre temps ces en temps, clubs-là. je suis bien avec lui, de temps en temps. Cette moment-là, Espérance, il a préféré Club Africa que Source, parce que c'était en guerre pour quelque chose. Ça, je note pas. Et avant mon discours, cette mec-là, il rentre à vestiaire, vous jouez tranquille, vous gagnez le match. Il m'a cassé toutes les préparations de match et on fait match nul. Je me rappelle, on a le dernier tir, comme aujourd'hui, meilleur dernier tir, un poteau, deuxième poteau, ballon, il saute match nul. Maintenant, on joue à Sousse. Je prends le time. On est le match nul avec, non, on perd un but. Match nul, on est champion. À 15-20 secondes, je prends le time, on a le ballon et on donne une combinaison, j'ai oublié c'était quoi. Ali Madi, il fait un match phénoménal. Et ballon, il arrive, on est ramené devant 5 côtés, on finit à l'autre côté. Et Belhach, il part, au lieu de donner à Ali Madi, qui, cette marche-là, je suis 100% sur les marques, il tire et gardien, il arrête le ballon et on perd un but. On perd le titre. Notre supporter de Club Africa, il voulait tuer après match. Ça, j'oublie jamais. Sept titres, on est perdu avec 7 tirs. Même aujourd'hui, je sais, Ali Mali Tousso, lui, il part à désaxer, il tire le premier poteau haut et gardien, il arrête et on perd le titre. Cette année, je pouvais prendre le titre triple. Je pouvais coupe, championnat et coupe d'Afrique. Ça joue souvent de un tir, un poteau. Il m'est arrivé ça il y a 5 ans. J'arrive à une équipe qui est 88, il a gagné le dernier titre à Luxembourg. Il m'appelle, Ouais. je donne pour le titre si j'arrive. Championnat, je perds pareil. Un tir, un check, il tire, gardien lui arrête dernier, si le but, je suis champion. Mais j'ai gagné les coupes et super coupes contre les mêmes équipes. Mais ça, c'est les choses. Qu'est-ce que tu oublies, tu vas jamais oublier. À Tunis, j'ai beaucoup de choses comme ça. Et c'est au final le goût du sport. On fait le sport Exactement. pour ça. Il y a des moments de gloire, il y a des moments où on n'a pas la chance. c'est ça. Et pour parler un peu de chance, la question pour vous, monsieur, c'est est-ce que vous pensez que vous étiez chanceux dans votre carrière ou non? Est-ce que je suis Chanceux. chance? Oui. Chance, tu dois avoir la chance. Chance, c'est une chose, mais chance, c'est si tu es brave, tu cherches la chance, tu trouves la chance. Si tu ne cherches pas la chance, tu ne vas pas trouver. Mais il faut avoir la chance. Ça, c'est sûr. Parce que ça, c'est comment dire, tout ça, de temps en temps, c'est tourné, tu as gagné le match. Ça aussi, je ne me rappelle pas tout le temps parce que j'avais la chance de gagner. Je me rappelle quand chance n'était pas à mon côté. Et ça, je dis, c'est par hasard. Mais quand on a gagné par hasard, ça, tu oublies après. C'est vrai qu'on oublie souvent les matchs où on gagne par hasard. On dit c'est bon, on a gagné. Il est sifflé pour toi, arbitre, ça, tu oublies. Mais quand l'arbitre il siffle contre toi et tu perds cette match-là, tu oublies jamais. Ouais, ça reste à vie par contre. La vie, c'est comme ça. Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais ça n'empêche qu'il faut toujours travailler dur et après, la chance va, ou le hasard, si on peut dire, va venir. Mais c'est très important de toujours travailler dur et toujours Ça aussi, rêver, je ne suis voilà. pas tout le temps d'accord avec beaucoup de collègues. Euh, Travailler de qualité, moi, je pense. Moi, Ouais. à mon côté, je regarde comme ça. Parce que moi, je connais beaucoup de collègues, ils travaillent très dur. Ils travaillent 4 heures par jour et tout ça. Parce que souvent, combien c'est important, ça c'est pour entraîneur, parce que vous dites beaucoup entraîneur illégal, combien c'est important de travailler, c'est autant important de se reposer. Si tu ne respectes pas ça, il y a des blessures. Ça veut dire qu'il faut travailler dur, mais tu dois savoir et sentir quand les joueurs sont fatigués, quand tu dois arrêter le travail et travailler quelque chose d'autre. Seulement le travail,
tu peux avoir succès pendant 4, 5 mois ou je ne sais pas, mais à la fin, ça casse avec beaucoup de blessures et tout. Ça veut dire, moi j'essaye, mais j'étais joueur, j'avais de chance de 72 à aller compter de 92 pendant 20 ans professionnel. J'étais avec équipe comme joueur à ce côté-là et j'ai senti quand l'entraîneur me demandait trop, il ne m'a pas ramené meilleur résultat. De temps en temps, c'est mieux se reposer, tu vas faire mieux qu'avec seulement le travail. Mais le travail, c'est sûr, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te reposer. Ça, Bien c'est sûr, ça. important de ressentir à un moment quand l'équipe, ça ne va pas. De temps en temps, il faut travailler plus pour arriver, mais de temps en temps, c'est inverse, tu dois reposer plus l'équipe. Et ça, il faut sentir. Oui, oui, bien sûr, coach. Ce que vous avez dit est certainement logique et vrai. Bien sûr, il faut toujours penser à la qualité avant la quantité. Coach, maintenant, si nous revenons un peu sur votre carrière, bien sûr, le succès vient rarement sans obstacle. Si vous pouvez nous en parler des plus grands challenges qu'il fallait surmonter dans votre carrière. Euh, ça, je ne pouvais pas exactement répondre parce que je ne comprends pas exactement la question. Oui, Qu'est-ce que c'était pour moi le plus grand challenge comme en carrière? oui, exactement. C'est ça. Mais je ne pouvais pas dire. Chaque époque, il a le chose. Moi, je rappelle de temps en temps, tu penses le titre ou vice-champion d'Europe, championnat d'Europe, j'ai perdu par un but. C'est peut-être ma faute aussi. En Danemark, on ne parle pas de ça. Mais de temps en temps, c'était monté avec ACBB de troisième ou deuxième après maison. C'était peut-être plus important que pour moi que gagner un titre. C'est chaque période, il n'y a pas une chose qui était meilleure. De ça, avec Metz, j'ai gagné 5 fois champion de France, 5 Coupes de France. Mais beaucoup, j'ai oublié. Je ne sais même pas comment j'ai gagné, où j'ai gagné. Mais après, il y a avec Nancy, je monte de troisième division. Je me rappelle bien, on est monté à première division. C'était un immense plaisir. C'était troisième division avec, c'était San Rafael concurrent direct. On gagne à San Rafael et on monte à deuxième division. C'était une émotion de temps en temps plus forte qu'un titre champion. Ça veut dire, chaque challenge partout, tu peux trouver émotion. Mais si tu ne travailles pas dans un petit club avec émotion, ça sert. Ça sert pas à travailler si tu travailles seulement pour l'argent, c'est pas but. Moi, je regarde comme ça. Oui, certainement. Oui, après, chaque moment, il a son goût. Et surtout Exactement. au début, quand on est encore jeune, quand on est encore dans les premières périodes où chaque gloire, elle compte vraiment pour notre carrière et ça change beaucoup. Donc, bien sûr, évidemment, passer de la troisième division jusqu'à la première en 3 saisons aussi rapidement, c'est vraiment, ça doit être magnifique à vivre. Vous avez la chance d'avoir C'était vécu à ça. Nancy, Oui. au monde de troisième division. Je vous dis contre Saint-Raphaël. L'année après, et un journaliste de Metz que je connais qui est retraité, ils ont fait un tableau qui va monter à D1, qui va descendre. Et Nancy, c'était équipe. Normalement, on doit jouer pour descendre. Personne ne nous avait pas donné favori. Et nous, de NA, D2, une saison seulement D2, on est monté à D1. Et après, c'était fin de cette année, c'était Dépôt de Milan, et maire de Nancy, Rousseau, et tout le monde. Moi, j'étais accusé pourquoi on est monté, pourquoi on n'attendait pas le challenge. Moi, je suis entraîneur. On n'avait pas les moyens financiers. Il dit, il faut attendre 2, 3 ans. Le projet, c'était monté plus tard. Ça explique à gens qui ne sont pas à sport, eux ne comprennent pas ça. Tu ne peux pas choisir, tu fais la meilleure équipe du monde, peut-être que tu ne vas pas être champion. C'est le moment. Cette année, tout est passé bien, la cohésion de groupe s'est fait. Je ne pouvais pas demander mon équipe, vous ne jouez pas parce qu'on n'a pas d'argent. Ça, pour moi, c'est un confesseur, je ne pouvais pas jouer un match. Et même aujourd'hui, je joue un championnat où il y a un champion d'Europe. Moi, je joue contre un champion d'Europe. J'essaie de gagner. Cette année, contre Adier, premier temps, on fait 17-17. Les gens ne comprenaient pas comment. Nous, on est équipe de balle de tableau. À la fin, on a perdu 8 ou 9 buts. Mais on essaie. Toi, comme entraîneur, ton but, c'est aller faire meilleur. Et cette saison avec Nancy, des deux, on est monté à terre. Et après, il était accusé. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas attendu? Tu peux pas. Et l'année après, tu pouvais faire une grande équipe, mais tu ne montes pas. Parce que ça change
L'environnement, tu sais jamais comment il va se passer. Oui, c'est vrai, parce qu'au Exactement. final, pour gagner ou pour avoir du résultat, il faut vraiment que plusieurs conditions se réunissent en même temps et qu'ils soient tous bien. Parfois on a ça, parfois on n'a pas. Exactement. Parfois il y a un seul détail qui gâche tout. Donc et Cohésion c'est se vraiment trouve, se ce qu'on trouve, de adore dans le temps en sport. temps se trouve, de temps en temps se trouve pas la cohésion entre les joueurs, entre Oui. moi, joueur, tout ça, de temps en temps ça passe très très facile, mais de temps en temps c'est difficile. Tu arrives de différents obstacles, tu sais jamais, avant saison, j'ai équipe, je veux gagner. Non, tu peux pas savoir comme ça. Et c'est important de mentionner ça parce que parfois, il y a des entraîneurs qui essayent et qui sont sur les débuts. Ça marche pas la première année, la deuxième année. Ils se disent peut-être je suis pas fait pour ça ou je vais pas continuer à faire ça. Alors qu'il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Il faut peut-être chercher plus loin et essayer encore pour avoir les conditions et pour réussir. Parfois, ça arrive pas rapidement. Mais ça, c'est exactement ça. Tu sais jamais, mais tu dois, moi personnellement, je fais aujourd'hui à 69 ans les mêmes choses. Chaque défaite, après, analyse moi. Qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je pouvais faire pour changer les choses. Si tu t'analyses toi, si tu parles, oui, c'est faute de tel et tel joueur, sous tel et tel joueur, sous ces arbitres et tout ça, si tu, ces responsabilités, tu dois prendre sur toi en première. C'est pas tout le temps qui tu es tort, mais tu essayes d'améliorer chaque jour. Ça, c'est le jeune entraîneur, ça, c'est important. Moi, j'avais la chance, vraiment, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais très, très bon entraîneur. Et tu voles aussi de l'entraîneur. Tu apprends de cet entraîneur, de l'autre entraîneur et tout ça. J'avais un George Vucinic qui était 3 fois champion d'Europe avec Gummersbach. Et j'ai parlé beaucoup avec lui. Il te donne l'expérience. Avec Zoran, j'étais son adjoint, Zoran Jadmir. Je travaillais avec Constantini, Daniel Constantini à l'équipe de France. Et les gens, tu dois apprendre et tu essayes d'apprendre tout le temps. Tu ne prends pas, tu ne peux pas apprendre. Tu as tes personnalités. Mais tu vois, lui, comment il fait, il te donne conseil. Si tu as la chance d'être avec eux, parce qu'avec Zoran, un an, j'ai passé à Tunisie, chaque soir, presque on était ensemble. Et tout ça, même quand j'étais pas son acteur. Et Zoran, il m'a transmis beaucoup, beaucoup de choses. Avant, j'étais à première division française, à CBBM aussi. Mais avec Zoran, pendant un an, j'ai appris énormément de choses. Seulement parlant avec lui. Moi, je me rappelle bien, un match, j'étais fâché contre l'arbitre, j'ai oublié c'était quel match, Club Africa contre quelqu'un, et j'ai pas serré les mains à l'arbitre. Après match, on est ensemble. Lui, il a regardé le match, il est à la tribune, il me dit, Chandon, tu n'es pas serré. Ah, il me dit, tu es obligé. C'est ton boulot, tu es entraîneur, cet arbitre, il va te siffler, tu dois respecter, tu perds, il te fait n'importe quoi, tu dois serrer les mains et montrer tu as personnalité. Et beaucoup de choses, petites choses comme ça, il t'apprend. Si tu n'as pas ça, après moi, j'étais, comme jeune aussi, souvent trop nerveux. Et lui, il m'a appelé pour se calmer. Je fais quelques discussions là-bas à Tunisie. J'étais avec Zoran et le président Hadj, il est mort. Comment ça s'appelait? Roja. Belkhouja. Ben, Roja. Belkhouja, ouais. Oui. On est ensemble à Abu Nawas, on parle. C'était à un moment quand je dois être adjoint à Zoran, on commence à parler un petit peu de salaire et tout ça. Je me fâche tout de suite. Et Zoran, il m'a attrapé. Allez, doucement. Ça sert à rien s'énerver. Mais quand tu es jeune, tu as trop d'énergie, tu veux montrer tout le temps. Et Zoran, il m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, il y a maintenant 20 ans, j'étais, comme tu dis, 2002, 2003 avec Zoran, c'est passé 20 ans. Aujourd'hui encore, je ne parle jamais après match avec le joueur. Ça veut dire, j'ai gagné ou j'ai perdu, je ne rentre jamais à vestiaire, ni avec fille, avec garçon. Tu laisses un jour passer, tu réfléchis et le lendemain, tu dis qu'est-ce que tu veux à un joueur, dur ou pas dur, comme tu veux. Mais si tu fais ça avec émotion, tu vas créer un conflit. Qu'est-ce qu'après, tu regrettes aussi. Et ça, c'est par exemple Zoran qui m'a appris. Quand j'étais jeune, je suis rentré tout de suite, puis attaqué le joueur qui a fait le con. Et après, tu regrettes, tu besoin de ce joueur, il est ton joueur encore, et tu vas dire le mot dur que ce que tu normalement tu dis pas. Ça veut dire, faut se calmer, laisser ça le lendemain. Tu vas dormir une nuit et tu vas être beaucoup plus intelligent pour expliquer différemment que ce que tu dois. Bien sûr, Et c'est vraiment pour cela qu'on organise ces échanges-là, parce que comme vous avez cité, vous avez appris de beaucoup de personnes, notamment de Zoran ou d'autres entraîneurs,
Et là, c'est à vous le moment aussi d'apprendre des choses. Et il y a des gens qui veulent apprendre de vous. Et c'est pour ça qu'on est là au final. Vous avez adressé beaucoup de conseils aux jeunes entraîneurs. Si vous avez un conseil aux athlètes, qu'est-ce que vous leur conseillez? Mais athlète, première chose, comme on est parlé, handball, c'est un sport complexe. Maintenant, on parle de handball. Si on parle de d'autres sports, on peut aussi parler, mais handball concrètement. C'est un sport complexe. Tu dois être très complet sportif. Tu étais à basket, tu me disais aussi. Et moi, à Zrenjanin, on a joué contre un basketteur. J'avais beaucoup d'amis basketteurs. On arrivait à jouer 3 contre 3 handballeurs contre un basketteur qui était aussi très haut niveau. On a joué football de salle. On a gagné tout le temps contre un footballeur qui jouait aussi première, deuxième division Yougoslavie. Alors ça veut dire handball, c'est un sport complexe. Tu peux commencer beaucoup plus tard que le jeu handball, mais tu dois faire le sport. Si tu aimes le sport, tu fais l'athlétisme. L'athlétisme, c'est le roi du sport. Gymnastique, tu as de base de ça. Tu peux commencer à 15 saisons, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'aimes pas, si tu fais ça, on a parlé peut-être ambition de parents, peut-être il va gagner argent et tout ça. C'est pas ça. Vraiment, il faut avoir cet amour pour le sport. Ça, c'est le premier. Tu viens à l'entraînement avec enthousiasme, tu es content pour venir entraîner. Et là, c'est le travail d'entraîneur. Un jeune entraîneur qui commence avec les jeunes, ça aussi souvent c'est le problème. Il donne pour un joueur, allez, pour pas avoir, par exemple, pour salaire, on lui donne quelques centaines maintenant, je ne sais pas, dinars, comme on dit là en Tunisie. Est-ce que c'est milliers ou centaines ou 10 milliers avec inflation? Oui. Allez, tu vas entraîner, tu vas gagner argent. Et lui, entraîneur, le joueur, il ne s'intéresse pas du tout à entraîner le joueur. Ce n'est pas son truc, c'est pour lui, pour gagner argent. Cet jeune joueur, il va arriver à l'entraînement, il va s'ennuyer. Ça, c'est la première chose. Entraîneur de jeunes, il doit être les gens qui connaissent son balle. Souvent, c'est les profs de gym qui connaissent psychologie, pédagogie et tout ça. Et quand tu viens à l'entraînement, tu dois être, sentir bien. Ça, c'est le plus important. Peut s'épanouir. Peut pas venir, tu rentres à la maison nerveux. Non, tu dois te, mouiller le maillot et tout ça et te sentir bien. Ça, c'est le plus important. Et cette gens, souvent, ils oublient ça avec jeunes. Et ces jeunes-là, je dis, maintenant, souvent, ils commencent à 7 ans, 8 ans. Pour moi, c'est un petit peu, moi, je pense que c'est pas la meilleure chose. Commence trop tôt. 15 ans, fini en balle. Il fait 7 ans, 8 ans. Pourquoi? Tu pouvais faire 21 ans, tu joues basket. L'année prochaine, tu vas jouer foot. Quand tu as 7 ans, 10 ans, tu vas à judo. Tu vas prendre à chaque sport quelque chose. Et Oui, bien après, tu sûr. vois, et quand tu consacres, OK, aujourd'hui, je vais être joueur de basket. Moi, je me consacre. Après, je vais faire un balle. Mais quand tu essaies tous les sports, tu peux vraiment beaucoup plus progresser que tu as commencé à 7 ans en balle et toute ta vie, tu ne sais même pas faire le pass ou tu n'arrives pas à faire le poignet de basket. Ça, c'est Bien, important. bien sûr, c'est très important ce que vous avez dit. Si je résume un peu ce que vous avez dit, vous avez transmis premièrement le message noble du sport. Euh, Aussi, le sport nous apprend beaucoup de choses chaque jour, surtout sur le niveau personnel. Euh, Par exemple, la gestion des émotions, qu'il faut pas réagir à chaud. C'est très important le sport. Et vous avez aussi mentionné quelque chose de très important, le fait qu'il faut parfois pratiquer d'autres sports et après prendre la décision. Où te sens mieux? C'est ce Exact, sport-là. exactement. Coach, vraiment, c'était très intéressant. C'était un partage très riche. Vous avez un mot à dire à la fin. Écoute, je suis content. Première chose, tu m'appelais, vous avez m'appelé ici à cette podcast. C'est mon premier podcast. Souvent en Serbie, on m'a appelé, j'ai jamais accepté. Première chose, quand j'ai vu le téléphone de Portugal, je ne pensais pas. Et par le nom, je les connais, je regarde, c'est tunisien. Si c'est tunisien, c'est vraiment pour ça. J'ai accepté parce que je n'ai jamais parlé comme ça. Tunis, il me reste vraiment un très grand plaisir de passer à Tunis. Et même aujourd'hui encore, maintenant, j'arrive à un certain âge, mais même pour vacances, passer à Tunis, c'est un pays que j'adore. Avec tout ça, mais bonjour à tous mes amis, il va se reconnaître. J'ai beaucoup d'amis à Tunis. Merci Merci beaucoup, coach. infiniment. Merci pour le partage.
C'était inspirant, c'était vraiment enrichissant. On a adoré cet échange. Moi, personnellement, j'ai bien aimé l'échange. J'ai bien aimé faire votre connaissance aussi. C'était deux leçons que vous nous avez transmis sur le côté perso et sur le côté sportif à la fois. Merci encore une fois et on espère vous revoir bientôt en Tunisie ou un peu partout dans le monde aussi. Merci. Merci à vous. Merci Voilà. beaucoup, coach. C'était un partage riche, comme j'ai dit. Merci tout le monde. Et j'espère que vous avez adoré cet épisode. Il y avait certainement beaucoup de leçons que nous avons appris. Merci, Aziz. Merci beaucoup, coach. À la prochaine.